Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour un nouvel apéro talk Le Wagon. Ce soir, nous recevons Rachel Delacour, CEO BIME Analytics. Je vais la laisser se présenter et nous parler de son parcours entrepreneurial ainsi que de BIME. Voilà, Rachel, c'est à toi. Ok, s'il y a des zones d'incompréhension ou quoi, n'hésitez pas à me couper. Hein. Okay. Donc, déjà, je viens de Montpellier pour vous parler ce soir. Voilà. Parce qu'en région, il se passe des trucs sympas aussi, qu'on peut développer le numérique, ça apporte ça, quoi, hein, développer des boîtes d'un peu partout maintenant, donc ça c'est plutôt chouette. Mon parcours, donc je parcours plutôt très classique, prépa, sup de co, cursus financier, donc so far rien à voir avec le numérique. Contrôle de gestion, j'ai commencé à travailler dans des grands groupes en contrôle de gestion, contrôle financier, je suis partie aussi... Donc j'ai baroudé entre Bayonne, Marseille, Paris. Je suis partie à Moscou aussi pour un logisticien français. Donc c'était sympa. Je faisais des audits de plateformes jusqu'en Sibérie. Et puis il y a un moment donné, petite envie de rentrer quand même. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce cursus très financier, j'utilisais des outils, des solutions qu'on appelle donc de business intelligence, des solutions d'informatique décisionnelle. Le truc, c'est de dire que le reporting que vous apportez à votre directeur financier, à votre DG ou autre, eh bien, vous passez par des outils de business intelligence. Donc, ce sont des interfaces qui vont se plugger sur les différentes sources de données de l'entreprise. Et via ces outils, eh bien, vous allez pouvoir en faire des analyses. Vous allez pouvoir analyser donc, ce qui se passe dans les différentes sources de données de l'entreprise. Vous allez pouvoir créer des tableaux de bord qui vont permettre à vos managers de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Donc moi, je faisais ce lien-là. J'adorais faire ça. Et puis, donc je travaillais pour des grands groupes, donc je ne voyais pas la peine qu'il y avait pour mettre en place ces outils. Je ne voyais pas qu'il y avait une armée d'IT dans ces mêmes entreprises qui étaient derrière en back-office et qui me permettaient d'utiliser ces outils-là, que ça avait coûté extrêmement cher. Je suis partie en l'occurrence de ce groupe du CAC 40, donc j'ai été débauchée par une plus petite structure, mais c'était quand même un retailer qui avait bien 200-250 magasins en France. Et en fait, on m'a dit, donc il faisait quand même un certain chiffre d'affaires, et on m'a dit, voilà, c'est génial, on t'offre la possibilité de mettre en place ce contrôle de gestion. Top, j'étais hyper jeune, donc fantastique, quoi, belle opportunité professionnelle. Et puis je suis arrivée en disant, voilà, et maintenant il est où l'outil de business intelligence que je puisse commencer à faire mon boulot? Et en fait, il n'y en avait pas. Et donc, ce que je faisais, c'est que toute la journée, j'allais toquer au service IT pour qu'ils me fassent des extracts CSV. Et je devais ensuite retravailler tout ça. Donc, je veux dire, aucune valeur ajoutée, quoi. Donc, et je passais mes journées à faire ça. Donc quand j'ai commencé à demander un outil de business intelligence en disant help, là je sers à rien à part En plus, autant vous dire que quand vous tapez à la porte de l'IT, ils ont forcément autre chose à faire, que en plus de ça, ce que vous avez demandé 2 heures après ça change, donc vous devez retourner et tout recommencer, donc voilà, compliqué. Et quand j'ai demandé, voilà, je veux du budget pour acheter un outil de business intelligence, et ben c'était, on m'a quand même donné une belle somme d'argent et je m'étais dit mais génial, je suis la reine du pétrole, je vais mettre en place une Rolls-Royce. Et en fait pas du tout, ça a été extrêmement complexe, super compliqué à mettre en place, ça nécessitait des compétences IT qu'on n'avait pas nous en interne. Et c'est là que je me suis dit mais c'est dingue quoi, c'est dingue que, alors que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont absolument besoin de ces outils-là pour naviguer dans quelque chose de digeste et puis de prendre des décisions au-dessus de toutes ces données qui se passent, donc qui gravitent dans la société. C'était un cauchemar, quoi, et c'était extrêmement cher, etc. Donc à partir de là est née une espèce de frustration où je me suis dit mais c'est pas normal. Je ne voyais pas toute cette peine-là auparavant, et c'est là que quand j'ai vraiment été confrontée à ça dans une plus petite structure, je me suis dit mais il y a un truc qui va pas, quoi. C'est réservé à une élite alors que ça devrait pas, parce que tout le monde a besoin de ça, toutes les entreprises. Et donc, alors que je ne savais absolument pas coder, etc., ce que j'ai fait, c'est qu'il se trouve qu'au même moment, j'ai rencontré donc mon cofondateur, qui est lui la caution technique de la société, qui était architecte décisionnel, qui travaillait pour un retailer donc, qui appartient à LVMH.
Il était donc lui du côté, moi j'étais on va dire devant la caméra à utiliser les solutions de BI et lui il était donc de l'autre côté à les coder, etc. Et en fait on s'est rencontrés, on s'est dit que ouais, qu'il y avait, lui était très frustré, c'était extrêmement complexe aussi, moi frustrée dans l'utilisation. Et on s'est dit, pour apporter ce service-là, cette valeur ajoutée-là dans les mains de tout le monde, même les petites boîtes, qu'est-ce qu'on peut cocher comme case, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour démocratiser tout ça ? Et c'était déjà quand on a commencé, donc c'était en 2009, et c'était déjà il y avait déjà une ascension vraiment importante d'Amazon Web Services, en fait, toutes ces infrastructures qui commençaient à être suffisamment rock solid, quoi, pour pouvoir nous permettre à nous de coder de la business intelligence parce que c'est vraiment complexe. Donc ça, AWS nous permettait d'imaginer faire quelque chose de scalable, etc. Donc de bénéficier d'infrastructures mutualisées, de permettre à l'utilisateur de payer beaucoup moins cher pour avoir accès à ce service tout aussi sophistiqué parce qu'on utilisait des infrastructures qui permettaient d'avoir les reins solides. Et à côté de ça, il y avait aussi des gens comme Salesforce qui montrait qu'un business model en mode SaaS, B2B, ça marchait, quoi, qu'il y avait une vraie traction et qu'on pouvait faire des choses qui allaient dans ce sens-là. Donc avec du Amazon, avec des modèles phares comme Salesforce, parce que quand on est dans le B2B en SaaS, on veut tous ressembler à Salesforce, on s'est dit, allez go, on va créer cette BI, cette business intelligence qui a 20-30 ans, hein, on est tous d'accord, hein, mais on va la moderniser, on va l'amener en cloud et puis on va faire qu'on amène ça dans les mains de tout le monde. Et puis donc on a commencé, on nous a rayonné, mais un truc de dingue quand on s'est lancé. Donc mon cofondateur est particulièrement brillant, c'est un très très bon codeur. Donc on a commencé à créer cet outil, on a tout de suite voulu récupérer énormément de feedback. Le fait d'être sur Internet directement, d'être en pure mode SaaS, ça vous permet d'aller chercher ces feedbacks-là et de montrer vos démos en fait, à un public aussi large que LinkedIn peut vous permettre d'aller les chercher. Et en fait, en France, en tout cas, on nous a beaucoup rayonné en disant que, et je le dis régulièrement ce truc-là, mais on m'a fait des remarques en disant mais vous êtes des punks, ça marchera jamais, la BI en cloud, mais n'importe quoi, vous partez sur un truc hyper sophistiqué en cloud, vous vous rendez compte la sécurité des données. Ces mêmes personnes-là, c'était les premières à mettre toutes leurs data sales chez Salesforce et à les consommer et à encenser Salesforce, alors qu'il n'y a pas plus critique que les données de vente, quoi. Bref, mais la BI en cloud, ça ne marchera jamais. Ok, bon, très bien. Moi, je crois que moi, en tant qu'ancienne utilisatrice, en tant qu'utilisatrice de BI, moi, ça me plairait absolument ça m'aurait plu d'avoir ce jouet-là de facilité, de consommation entre les mains. Donc moi, j'y crois, on y va. Et en fait, ces mêmes feedbacks qu'on est allé chercher donc, sur les réseaux sociaux français, hein, voilà, on est français, on va forcément voir des Français pour ça. On a ces mêmes feedbacks, on les a dupliqués en anglais, on est allé chercher tous ces feedbacks-là chez même des très gros de la BI, de la business intelligence, donc aux États-Unis. Et là, mes portes ouvertes, quoi. C'est super, tenez-nous au courant, on veut des démos, on veut vous suivre régulièrement. Il y a un truc, nous aussi, on sent que sur le marché, il y a une demande pour cette Cloud Business Intelligence. Continuez, bravo les jeunes. Ok. Donc, à partir de là, déjà, quand vous avez peu de ressources, plutôt que de continuer à avoir une application en français, hop, on va tout faire en anglais. Puis les blog posts, la création de contenu, on a commencé à tout faire en anglais. Donc finalement, on s'est rendu compte de ce qui est super évident. Mais bien sûr que quand vous êtes en SaaS, vous avez tout de suite la planète Terre à portée de main. Et en plus de ça, en communiquant en anglais, oui, vous faites fi des barrières géographiques, quoi. Donc ça, c'était aussi un effet qu'on n'avait pas imaginé, mais qui a été hyper porteur. Puis à partir de là, donc on faisait vraiment des choses très, 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 très innovantes, quoi, dans ce secteur business intelligence. C'est super compliqué, quoi, de monter. Il y a tout un tas de couches de technologie derrière, et réussir à porter tout ça en mode cloud, c'était compliqué. Ouais, d'ailleurs, je ne vous ai même pas expliqué exactement ce que BIM fait, quoi. Mais donc, quand j'ai dit ça, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un maximum d'entreprises, petites ou grandes, qui ont des besoins d'analyse, qui ont besoin d'analyser leurs données. Le problème, comme je vous le disais, c'est que encore même aujourd'hui, vous avez énormément de problématiques liées à la complexité, à l'achat, au budget nécessaire. Et bien, nous, on a créé BIM pour répondre à cela, à savoir une plateforme de business intelligence, d'informatique décisionnelle intégrée, 100% cloud, qui est vendue comme un service et qui permet à un utilisateur métier de
de se connecter à ces différentes sources de données, qu'elles soient dans l'entreprise ou qu'elles soient de type service web. Donc de se connecter à ces différentes sources de données et de les analyser, de créer des tableaux de bord et de les partager pour prendre de meilleures décisions. Et tout ça, donc, je le rappelle, dans un navigateur Internet. Cette plateforme, elle est moderne parce qu'elle est scalable, parce qu'elle est simple à utiliser, parce qu'elle permet à un seul et même endroit, toujours c'est hyper important quoi, hein, dans un navigateur, elle permet à un seul et même endroit d'avoir accès à une profondeur d'analyse de données, à des capacités d'exploration visuelle extrêmement riches, peu importe la volumétrie de données, parce que ça c'est le deuxième effet qui se coule avec le cloud, c'est que du coup vous avez accès à des capacités de calcul extrêmement incroyables. Donc on a apporté ça, et puis comme je vous le disais, on a surtout eu tout de suite une attention particulière des États-Unis, des pays anglo-saxons. Et donc on a continué nos efforts, et puis donc toujours orienté business user. Moi je voulais juste créer l'outil de mes rêves, hein. Donc on se parlait d'abord à nous. Et à partir de là, vu les technologies innovantes qu'on utilisait, vu le savoir-faire qu'on commençait à avoir, alors que c'était quand même assez récent, quoi, on a essuyé beaucoup de plâtre hein, chez Amazon, mais du coup, maintenant, on est vraiment, je nous estime experts de toutes ces infras. Et du coup, on a gagné le concours du ministère de la Recherche à l'époque. Ça nous a donné une très belle subvention parce qu'on a gagné le haut du panier. Et à partir de là, forcément, vous pouvez déjà, pas souffler, parce que c'est toujours le début de toute façon, mais vous pouvez déjà recruter des ingénieurs qui vous achètent, enfin je veux dire, le temps c'est de l'argent, quoi, et vous, avec de l'argent, vous achetez du temps, donc vous achetez des ressources. Et on a réussi à recruter d'excellents ingénieurs, à Montpellier, toujours. Et puis, parce que ça, pour information, c'est vrai que le but, on était à Paris. On s'est dit, on retourne chez les parents, tout simplement. Hein. On va créer notre boîte. Et puis, enfin, en tout cas, on va créer la maquette, le produit. Et puis, comme tout le monde, on sera obligé de retourner sur Paris pour développer les choses, d'un point de vue business dev. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on se prenait, comme je vous le disais, énormément de portes en France, pour des questions, je pense, de de barrières psychologiques, et du coup, on a finalement, qu'on reste à Montpellier ou qu'on vienne à Paris faire du business dev, il n'y avait strictement aucun intérêt, en tout cas à ce moment-là. Donc du coup, on est resté à Montpellier et puis à partir de là, on a créé toute notre équipe de dev autour de nous. Et puis après, les gens ont des vies, etc. Et puis finalement, vous restez en région, vous y êtes bien, vous êtes dans un super cadre de vie. Il y a beaucoup moins de compétition pour recruter, donc on y est resté. Subvention aidant, ça veut dire que vous commencez, en plus c'est une subvention innovante, donc c'est le ministère de la Recherche, vous avez un joli cachet qui dit que beaucoup d'experts sont penchés sur votre dossier et qu'ils ont trouvé ça super, très bien. Donc à partir de là, vous pouvez aussi faire des premiers effets de levier avec des business angels parce que c'est la course, parce que vous voyez que tous vos concurrents principaux, c'est qu'en Californie et que eux, ils vont vite et ils y vont fort. Donc, parce qu'on n'était pas les seuls à avoir cette idée-là à ce moment-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec tous ces feedbacks positifs qui venaient des États-Unis, toujours pareil, hein, via LinkedIn, etc., on a réussi à avoir des business angels américains privés, donc des BA privés américains, donc qui ont des tickets un petit peu supérieurs à ce que des BA français peuvent avoir. Donc on n'a pas communiqué sur ces levées de fonds-là. On en a fait 2 avec ces business angels américains. On n'a pas communiqué parce qu'en fait, c'était encore tellement peu. C'était plus qu'avec des BA français, mais c'était tellement peu par rapport à ce que des Américains levaient que voilà, on continuait vraiment à mettre le paquet sur le développement du produit, sur ce qu'on arrivait à faire en termes de traction client. Et puis de fil en aiguille, on restait toujours, c'est pareil, hein, toujours assez peu de ressources, toujours du coup de se dire, on communique là où ça va bien, on essaie d'aller là où ça va bien, et puis là où ça allait bien, c'était surtout sur les pays anglo-saxons et surtout aux États-Unis. Et donc communication en anglais, et puis de fil en aiguille, on se faisait remarquer par des gens comme Google. Et ces gens-là, ils nous ont embarqués dans leur bagage pour faire tout un roadshow avec eux sur des scènes comme GigaOM, Structure Data à New York, pendant Google I/O aussi, on stage. On était avec eux pour montrer ce que notre techno était capable de faire sur de grosses techno big data, comme Google BigQuery. Et ça a été des accélérateurs pour nous. Déjà, en termes d'équipe, vous imaginez le prestige que c'est. Enfin, moi, j'estime que c'est extrêmement prestigieux. Vous avez Google qui signe un partenariat technologique avec vous, qui vous embarque pendant Google I/O et qui vous dit « Regardez, c'est génial ce qu'on fait ». Et c'est des gens qui du coup, derrière, il y a forcément un effet boule de neige. C'est un moment où
On a pris aussi on a compris qu'il y avait un truc à faire parce que la Californie, c'est une caisse de résonance énorme dans notre domaine. C'était pas la source de revenus, c'est-à-dire c'était pas là où il y avait tous nos clients, mais c'est une caisse de résonance techno où tous les concurrents en question y étaient. À partir de là, on a pris, je suis très contente qu'on ait fait ce choix-là à l'époque, c'était de prendre des relations presse là-bas, à cet endroit-là, qui nous permettait d'avoir un relais de communication qu'on ne pouvait pas avoir depuis la France. Et donc d'avoir ce relais de communication physique, ça permettait de dire, BIM était un peu vu, pas comme américain, quoi, mais en tout cas il y avait une espèce de présence qui réussissait à se faire. Et puis donc voilà, ça c'était entre 2010 et 2012. On a réussi à avoir une espèce de validation de produits, de marchés venant de gens comme Google. On a été sélectionné pour faire des roadshows techno type French Tech Tour qui s'appelle UBIO maintenant. On a fait démo à Santa Clara, on était les seuls Français, super, roulement de tambour, on était très contents. Et puis à côté de ça, on avait aussi une reconnaissance on est allé chercher, parce que quand au début vous avez très peu de poids marketing, très peu de ressources marketing, on est allé chercher forcément la validation aussi de certains verticaux, quoi, de certains marchés. On a été invité par exemple par l'association américaine de marketing pour faire des talks sur la technologie, sur ce que ça a apporté au marketing en soi. On s'adresse à plusieurs cibles, mais c'est vrai que c'est une cible qui est extrêmement moderne dans sa consommation d'analyse de données, donc ça faisait sens. Et quand vous réussissez à vous faire remarquer par des gens comme ça, c'est tout bon, c'est pas trop cher, c'est du temps toujours, mais il faut aller chercher tout ça au démarrage quand vous n'avez pas levé X millions. Et puis on est allé chercher la reconnaissance d'acteurs, d'analystes de notre industrie qui nous ont placés dans leur survey et puis qui nous mettaient dans les mêmes listes que les très gros Californiens avec lesquels on est en compétition, quoi. Donc ça, on a beaucoup travaillé sur forcément l'attraction du produit pendant ces années-là. On a travaillé sur tout ce qu'on pouvait récupérer en notoriété, tout ce qu'on pouvait aller chercher comme validation. Et puis, quand on a commencé à voir qu'on avait un modèle qui roulait, qu'on réussissait à vendre tous les mois ce logiciel, qu'on a été capable d'aller chercher aussi des clients, même jusqu'en Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a forcément, c'est une question d'accélération, quoi. Donc, il y a forcément une levée de fonds qui devient vraiment importante. Surtout que les États-Unis nous continuaient à représenter une part dans notre portefeuille, une part de clients qui était importante. Et du coup, à partir de là, vous vous dites, même si vous pouvez, on était extrêmement fiers de faire beaucoup de choses depuis Montpellier, mais à un moment donné, il y a la time zone, quoi. Et les clients sont aujourd'hui prêts à travailler en remote, quoi, à savoir que voilà, tel provider, il est en ligne, etc. Mais il y a un moment donné, ne serait-ce que l'aspect support client, l'aspect décroché au téléphone aux mêmes heures, etc., c'était important. Donc ça voulait dire aller aux États-Unis, s'implanter. Et à partir de là, donc levée de fonds qu'on a réalisée il y a moins d'un an auprès d'un super fonds français qui s'appelle Alven Capital. Donc pour le coup, on avait des BA américains. Et puis on est revenu en France pour la levée de fonds avec des VC. Et on a réalisé cette levée de fonds donc de 3 millions d'euros, 4 millions de dollars sur laquelle on communiquait. Et on a monté cette équipe, surtout sales et marketing, aux États-Unis pour nous aider à booster le portefeuille qu'on commençait déjà à avoir et puis à continuer de faire bouger les choses, quoi. Donc là, aujourd'hui, on est une équipe de 40 personnes, on est 25 à Montpellier. Et à Montpellier, il y a des sales et du marketing qui s'occupent de toute la partie IMIA, et puis toute l'équipe R&D, et 15 personnes donc aux États-Unis. Et aux États-Unis, on n'a pas choisi d'aller à San Francisco ou à New York comme beaucoup font, à juste titre. Hein, c'est extrêmement légitime pour plein de boîtes françaises qui veulent partir aux États-Unis. Nous, c'était surtout une équipe sales qu'on mettait en place. Et il se trouve qu'on a un modèle de vente qui nous permet de vendre en remote. Et à partir de là, quand vous levez que 3 millions, donc c'est super, c'est exactement ce qu'il nous fallait, etc. Mais n'empêche que c'est difficile d'aller mettre une équipe, d'aller recruter, d'aller mettre une équipe de vente à San Francisco ou à New York. Donc on est allé la mettre dans le Missouri, donc en plein milieu. On est allé bénéficier de l'émulation liée
toutes les initiatives de l'État du Missouri, donc liées à la Silicon Prairie, donc qu'ils mettent en place. Vous avez après des gens qui ne sont pas super stupides comme Google qui vont y mettre leur fibre en test, donc c'est qu'a priori il y a quand même un vivier hyper intéressant, et à la fois en termes de boîtes, de start-up, et puis de catégories socio-professionnelles aussi qui s'y développent. Enfin, ça fait partie des 20 villes des États-Unis qui bougent le plus. Voilà. Donc on a pris un choix assez décalé, mais en même temps, c'était déjà décalé de réussir à faire des trucs depuis Montpellier, donc why not, quoi, hein. Pourquoi pas aller là-bas? Et pourquoi pas, on ne l'a pas choisi comme ça, mais je vous dis pour plein de raisons financières, pour plein de raisons de travail avec l'équipe française aussi, hein. Quand vous gagnez une demi-journée pour travailler avec les équipes américaines, c'est pas rien, quoi. On avait l'expérience de travailler avec notre équipe de relations presse à San Francisco. Bon, ben voilà, vous n'avez à peine quelques petites heures le soir depuis la France pour bosser avec eux, alors que là, voilà, quand vous investissez sur une équipe comme ça, il faut être sûr de pouvoir bien travailler avec eux, quoi. Donc c'était intéressant pour ça. Et sinon, moi, je vais une semaine par mois à San Francisco pour toutes les relations de type caisse de résonance, analyste, journaliste, etc., pour continuer d'avoir une présence quoi, qui fasse un peu plus plus conventionnel, on va dire. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai pris des raccourcis ou autres, mais c'était très bien. Et justement, c'est pas très dur une semaine par mois être à San Francisco. Ouais, c'est un peu sport, oui, évidemment, parce que surtout qu'au retour, je m'arrête en plein milieu donc des États-Unis pour le follow-up avec l'équipe américaine, mais ça se fait. Ça se fait. Vraiment, l'important, c'était de trouver les bons managers aussi sur place, qui sont dans la culture de la société. C'est ça, en fait, qui est vraiment important. Faire le bridge culturel et puis après être sûr que le marché prend bien, que les équipes grossissent sereinement, correctement, que les personnes qu'on embauche... Le choix qu'on avait fait aussi de ne pas aller forcément dans la Silicon Valley, c'est que vous avez un turnover, il faut faire super attention, quoi, parce que les personnes, tous les 10 mois, elles tournent, quoi. Et c'est quand vous... Elles ne veulent pas en plus forcément venir travailler pour vous, parce que si vous n'êtes pas capable d'aligner 150 000 $, bon, j'exagère un peu, mais on est quand même sur des profils comme ça. Si vous n'êtes pas capable d'aligner tout ça, si vous n'êtes pas capable d'avoir des bureaux en plein centre de San Francisco, parce que plus personne ne va aller bosser dans la Silicon Valley, si vous n'êtes pas... Enfin, je veux dire, il y a un milliard de choses extrêmement compliquées, enfin, de points, de critères extrêmement complexes. Et puis en plus, voilà, former, ils veulent tous aller bosser pour de très très grosses boîtes qui ont toutes, elles, levé 50, 100 millions, quoi. Donc c'est super compliqué d'arriver en tant que Français et puis de dire, voilà, regarde, c'est quand même super innovant ce que je fais, viens bosser pour moi. On arrive à faire venir des Américains, on a réussi à faire venir un étudiant du MIT, on était extrêmement fiers de ça, à Montpellier, super fiers. N'empêche que c'est pas tout le temps, quoi. Et donc du coup, l'aspect training, l'aspect formation avec des gens qui sont extrêmement dans le turnover, comme ça, faut faire super attention aux choix. Il y en a qui arrivent très bien, mais il y a moyen de cash burner, comme on dit, à la vitesse de la lumière, quoi. Donc tout ça faisait que voilà. Et c'est moi qui vais donc à San Francisco pour cette espèce de momentum très journalistique, très analytique, voilà. Vous êtes implanté dans combien de pays en ce moment? On a fait les stats il n'y a pas longtemps, j'ai vu des points de partout sur la planète, mais globalement, on est sur tous les continents. Physiquement, c'est-à-dire avec les équipes. Aujourd'hui, oui, en termes de clientèle, on a vraiment, je ne peux pas dire dans tous les pays, mais on en a même en Ouzbékistan, quoi, pour vous dire. Oui, okay. Ouais. Non, on est dans vraiment beaucoup de pays. Il faudrait que je vous redonne les statistiques, mais ouais, je vois tous les continents là qui s'allument. Et après, donc les États-Unis qui fonctionnent très bien, qui représentent un quart de notre portefeuille. Toute l'Europe du Nord qui fonctionne plutôt bien. Et puis tous les pays, Australie, Nouvelle-Zélande, sont extrêmement consommateurs de nouveaux services. Il y a vraiment moins de barrières psychologiques. De consommation SaaS par rapport à ce qu'on peut encore peut-être avoir, non, c'est même sûr, en France. Et tous les pays des nouvelles économies, de type Amérique du Sud aussi, qui sont tout à fait enclins à consommer des produits SaaS à la demande, extrêmement modernes dans leur consommation. En Australie, par exemple, on travaille même avec le gouvernement. Au Canada, on travaille avec le gouvernement, on ne travaille toujours pas avec notre gouvernement, vous voyez.
pour vous dire. Et on ne s'est jamais rencontrés avec ces gens-là. En Australie, moi, je ne suis jamais allée faire du porte-à-porte, quoi. Mais il y a une consommation, ouais, je vous dis, des barrières psychologiques qui sont complètement différentes, qui sont déjà tombées depuis un petit bout de temps, où ils ont compris que la consommation de données, finalement, elle va être 10 fois plus sécurisée dans le cloud qu'en prémisse, qu'en installé dans l'entreprise. Donc ça, c'est des switches, des petites révolutions comme ça qui se passent et qui sont tout à notre avantage, et tant mieux. On est tous d'accord pour dire que le cloud explose et que même l'analyse de données en mode cloud explose aussi. C'est une question de temps encore. Il y a une espèce de data gravity qui est encore très prégnante parce que dans les grosses boîtes, vous avez quand même 20 ans de process sécurité qui ont été mis en place, quoi. Donc forcément, les gens sont très frileux, quoi. Mais on y va, et parce que la valeur que vous apportez, c'est quand même fantastique, le SaaS, quoi. Vous êtes toujours en train de consommer la dernière version de l'outil pour tout le monde sur la planète Terre, la version la moins buggée, la version la plus aboutie grâce au feedback de toute cette communauté. Donc, je pense qu'il n'y a plus personne là qui développe un quelconque soft installé, quoi. Donc on va vers ça, et c'est tant mieux, ouais. Et puis après, vous imaginez d'un point de vue commercial, nous c'est pareil, quand on a voulu cocher les cases de comment est-ce qu'on amène cet outil de business intelligence qui permet d'explorer, interpréter et de partager ces données avec style, en plus parce qu'on s'adresse à des organisations modernes, on se disait comment est-ce qu'on peut faire pour que ces organisations modernes elles aient envie de nous. Donc ça passe par un gros travail sur l'interface utilisateur, etc. Ça passe par des coûts qui sont vraiment abordables, ça passe par des achats de techno qui passent par des essais par 14 jours, enfin en tout cas voilà, un mois ou 15 jours, je ne sais pas quoi. Nous, dans notre cas, c'est 14 jours, mais apporter tout ça, c'est forcément répondre avec une solution, c'est forcément amener une réponse SaaS. Et qu'est-ce que c'est bon de voir que quand vous avez pensé ça, et du coup, vous avez la planète Terre en terrain de jeu pour aller chercher du revenu, et que vous ramenez sur votre territoire. Là, on vit une époque formidable, quoi. D'un point de vue business, d'un point de vue de ce que vous pouvez développer, ce que vous pouvez apporter à votre pays, là, les côtés patriotes qui parlent, mais c'est quand même sans sas, quoi. C'est génialissime ce qui se passe. On a l'intelligence pour faire des trucs de dingue, en termes de soft, etc. On a ces compétences-là en ingénierie, et en plus de ça, aujourd'hui, on est capable d'aller chercher du revenu à l'étranger. Est-ce que vous avez des concurrents? Oui. Les concurrents de Bayer. On a des concurrents, surtout californiens. On a beaucoup, la business intelligence, je veux dire, vu que ça fait 20 ou 30 ans, entre toutes les solutions installées, les nouvelles solutions SaaS, mais qui ont des degrés de sophistication moindres, etc., ou plus élevés. Bref, il y a à la fois pléthore, et en même temps, quand nous, on a été élus, dans d'autres niveaux, je ne sais pas si vous connaissez le cabinet Gartner, mais en 2014, on a été élus Cool Vendor. Ces gens-là, donc c'est génial, on était, je crois, les seuls Français aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais on était extrêmement fiers. Ces gens-là nous mettent dans une catégorie de Cloud Business Intelligence Platform, et on est avec quelques très gros Californiens, des gens comme Good Data, des gens comme Burst. Ça va être... Mais nous, au quotidien, on va plutôt se battre être shortlisté avec des solutions un peu plus installées, un peu plus nouvelle garde, mais encore très installée, parce que notre différenciateur, c'est d'être extrêmement cloud. Donc on va se battre avec des gens comme Tableau Software, par exemple, si on veut donner des noms. D'accord. Et par exemple, par rapport à ces concurrents, on va dire, ou ceux avec lesquels vous êtes shortlistés, ce sont quoi quel est votre... j'ai envie de dire valeur ajoutée, mais c'est pas simplement... ce qui est clair, c'est l'aspect vraiment différenciant, extrêmement différenciant quand on parle avec des gens qui utilisent de la business intelligence installée, c'est justement tout ce qu'on va apporter en pure cloud. Le fait que vous puissiez consommer cette business intelligence qui, normalement, vous permet de faire des choses très sophistiquées en termes d'analyse de données, très customisé, personnalisé pour faire vos propres indicateurs clés de suivi d'entreprise. Ça, c'est quand même super complexe. Et bien nous, on ne va pas vous demander d'installer une version serveur. On ne va pas vous demander d'avoir 6 mois d'implémentation. On ne va pas vous demander de demander à votre service IT, vous êtes une start-up, je veux dire, vous n'avez pas de... soit vous codez, mais il y a très peu de ressources qui ne sont pas dédiées au business, d'accord, qui vont vous aider à implémenter ce genre de solution. Eh bien nous, on masque toute cette complexité et on apporte cette sophistication possible tout en masquant la complexité parce qu'on l'apporte via une interface web, quoi. Il n'y a plus aucune installation de soft traditionnel et pour autant, on vous apporte toute cette capacité d'analyse, toute cette
toute cette, même si vous avez des volumétries de dingue, eh bien, on est capable de l'absorber et de vous aider à vous y connecter. Est-ce que vous êtes même dans une tablette aujourd'hui, vous vous connectez à BIM, à BIM. Depuis cette tablette, vous pouvez aller vous connecter à vos sources de données, qu'elles soient des sources Twitter, Facebook, même Excel, Oracle ou autre, en fonction du type de data que vous avez analysé. Et depuis votre tablette, vous pouvez aussi faire vos croisements de données, vous pouvez créer vos graphiques et vous pouvez créer vos tableaux de bord et les partager de manière extrêmement moderne, quoi. On fait des effets de levier de tous ces nouveaux navigateurs Evergreen, donc on n'a même plus d'application native à installer, quoi. On a vraiment passé complètement le cap de la quelconque installation, donc on est vraiment sur une consommation de vos analyses qui normalement sont toujours étiquetées, c'est trop complexe à réaliser, etc. Et bien nous, notre rôle, c'est de masquer toute cette complexité et de vous apporter cette capacité à créer vos analyses, à vous les partager, à faire du collaboratif autour de vos tableaux de bord d'entreprise, quoi. Donc, et sans installation, ça scale, quoi. Ça scale. Demain, vous avez votre boîte, elle explose, vous passez à 1000, 2000, 3000 collaborateurs. Ben, nous, c'est juste du push-bouton, quoi. On a juste à vous ajouter des utilisateurs, quoi. Il n'y a pas ce côté extrêmement complexe et c'est toute la magie du cloud, quoi. Et tous les choix techno qu'on a fait aujourd'hui, j'en suis très fière parce qu'ils sont cutting edge, quoi. Et ça nous permet d'être... On a un ADN web tellement fort que, en gros, rajouter de nouveaux connecteurs, c'est très simple pour nous, c'est qu'une question de temps et de ressources toujours, mais rajouter de nouvelles connexions à vos différentes sources de données qui pop-up. Demain, il y a un nouveau social network, je ne sais pas, qui vous permet d'aller analyser beaucoup de données de vos clients. Et ben, pour nous, ça va être facile d'aller se connecter à ces nouvelles sources de données. La capacité, la volumétrie, etc., ça, via le web, via le cloud, c'est des choses qu'on arrive à... Pardon, ouais. Et vous discutez un peu avec peut-être des plus petites boîtes, mais de la taille Fou, Taniclous, enfin tous les Ouais. Alors la différence à chaque fois, ça va être l'aspect dans Stack analytique. Donc il y en a qui vont être plutôt sur une seule couche du produit et puis qui vont seulement se cibler un vertical, donc que des marketeurs, que des e-commerçants. Nous, aujourd'hui, on vient du monde de la business intelligence, on connaît ce milieu-là. Le but pour nous, c'était d'offrir tout ce stack BI qu'on a toujours consommé auparavant dans nos jobs précédents, et puis de masquer tout ça, toute cette complexité-là, et d'apporter vraiment la capacité d'analyse de données de A à Z, en gros, à l'utilisateur final. Et aujourd'hui, on travaille à la fois avec des grands comptes, qui sont hyper éduqués par rapport à la donnée et qui vont super loin. Et parfois, un stack, ça ne va pas leur suffire. Donc, nous, on est parti du postulat qu'on voulait vraiment, depuis le début, fournir toute cette capacité de connexion, analyse, jusqu'à restitution de données. Et en fait, on travaille à la fois avec des grands comptes, mais à la fois avec l'association des nurses américaines qui fait un petit tableau de bord de temps en temps. Vous voyez, mais on apporte tout ce stack BI, quoi. Et on est vraiment considérés comme une business intelligence plateforme, quoi. C'est vraiment... Peut-être que des boîtes qui font elles-mêmes de l'analyse de la data, hein, je ne sais pas, 55, elles vont du coup peut-être utiliser des solutions, enfin des choses un peu plus bas niveau pour pouvoir du coup bâtir elles-mêmes leur business intelligence. Ouais, il y a certains éditeurs voilà, par exemple dans cet exemple, s'il y a une création de données très particulière sur un vertical en question, et peut-être que le fournisseur de données va donner un tableau de bord extrêmement figé à son client avec des données qui bougent, qui s'actualisent, etc. Tout va bien. Mais quand le client lui dit « Ouais, mais tu vois, moi j'aimerais bien, ce que tu m'as fait c'est super, mais j'aimerais bien croiser ça avec mes remontées de caisse, avec mon ERP, avec finalement aussi je veux mettre du Google Analytics là-dedans, et puis je veux que cet indicateur clé il ressemble à ça, puis tu sais moi mes règles de gestion en fait tout ça c'est divisé par temps, et puis après je rajoute, attends mais pour la France c'est juste particulier, il faut que... » Cette capacité, cet aspect moteur de calcul, cet aspect multi-source, où je vais chercher toutes les différentes sources, je les mets dans un seul et même endroit et je permets à l'utilisateur de faire un gros tableau croisé sous stéroïde au-dessus de tout ça, et ça c'est un job en particulier, c'est vraiment un métier qu'on appelle la business intelligence. Et du coup, entre avoir un tableau de bord figé, qui va être juste sur une source de données ou qui va être très à façon, qui aura été développé mais qui ne pourra pas beaucoup bouger en fonction de la demande du client, c'est la promesse de la business intelligence, qui est de dire, toi, client final, tu fais ce que tu veux et ça correspond à ta logique d'analyse de ta boîte. Et dans votre stratégie, du coup, il y a beaucoup de... Comme tu as software, par exemple, ils ont peut-être une
de formation du coup pour aller finalement. C'est pas vraiment que du sales, c'est un aspect, je vais te mettre l'outil dans les mains, je vais te le montrer, et du coup, après, de fait, si tu l'utilises, c'est bon, quoi, tu utilises cet outil-là. Ouais. Du coup, quand tu dis les équipes commerciales, c'est aussi des gens qui vont faire de la formation pour... Chez nous, alors chez nous, donc, nous on a un moyen de transformation qui est qu'en fait, on amène beaucoup de personnes sur notre... Enfin, le but, c'est d'amener un maximum de leads sur notre site web. Et à partir de là, ceux qui vont appuyer sur je fais le free trial, en gros, ils arrivent dans un tunnel où à partir de là, nous, on a nos commerciaux qui se ruent sur ce groupe de free trial, quoi. Pour un gros, si moi je vais le voir et que je lui file je sais pas, un autre truc entre les mains et que j'arrive à lui faire adopter, du coup, ça concerne plus de ce... Ouais, alors après, là justement, il y a 1 milliard d'entreprises, voire plus, sur la planète Terre qui a ces besoins-là. Donc du coup, il y a beaucoup de place, c'est clair. Après, il y a des moyens d'aller chercher ces clients-là. Nous, aujourd'hui, on travaille surtout avec de l'entrant. Et c'est au moment où le free trial rentre que là, nous, on a nos sales qui proposent de la démo, qui proposent un accompagnement s'il y a besoin. Mais le but, c'est... notre rôle, c'est de masquer toute cette complexité. On est en SaaS, donc vraiment, on doit maximiser les chances d'onboarding, on doit vraiment travailler l'interface. Et ça, au bout d'un moment, ça paye, quoi. Ça paye parce que toute la manière dont tout ce que vous avez tenté de faire pour faciliter les choses en onboarding, il y a un moment donné, ce même client, quand il voit le plus traditionnel arriver avec une facture comme ça et 6 mois de service, il se dit, tu vois, je peux arriver à la même chose et j'ai pu faire ça depuis ma tablette, quoi. Donc voilà, c'est un travail sur le long terme, c'est clair, mais ça paye, quoi, parce que nous, tous les choix qu'on a fait, on les a fait en mode cloud dès le démarrage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impasse techno. On n'arrive pas sur des impasses techno comme les traditionnels installés peuvent avoir aujourd'hui, quoi. Bon, c'est des gens qui font énormément de chiffre d'affaires, qui ont énormément d'argent, donc je pense qu'ils sont à même d'innover et de se remettre en question, etc. Mais c'est vrai qu'il y a... J'en parle encore avec beaucoup d'analystes qui me disent sur toute cette catégorie très traditionnelle, quand je dis traditionnel, c'est ce service-là, mais proposé en mode on-premise. Il y a une espèce d'impasse qui se fait, quoi. Déjà, quand vous voyez les stacks techno, etc., le fait d'être en web, quand vous voyez aujourd'hui que toutes les nouvelles sources de données qui pop-up, tous les nouveaux web services que vous créez, ça génère des données, que ce soit de la to-do list, de la gestion, du project management, de l'ERP pour telle verticale, etc. que vous créez. Aujourd'hui, vous le faites de fait en mode cloud, en version web. Ça génère des datas qui sont en ligne et ça génère des datas que vos clients vont peut-être vouloir analyser et recouper avec telle autre source de données. Quand vous avez dit ça, on est en train de dire que de toute façon, la gravité dont je parlais des données, elle va vraiment vers le cloud et que c'est ces solutions Cloud BI, et j'espère bien manger tout ça, manger toutes ces parts de marché-là, c'est ces solutions Cloud BI-là qui de toute façon vont répondre à ce qui se passe aujourd'hui, à cette émergence de data, B2B qui va se consommer, B2B, B2C aussi, quoi, mais qui va se consommer en ligne, quoi. Et les choix techno web qu'on a déjà fait depuis le début, on est né dans le cloud, on part pour le cloud, et tout ça aujourd'hui, ça nous sert plus que jamais, quoi. Parce qu'on ne voit pas d'impasse, techno. On est capable, avec cet ADN web, on est capable d'ajouter toujours de la feature propre et web et moderne, quoi. Voilà. En termes de marketing, tout démarrage pour avoir les feedbacks, vous orientez vers les DSI ou vers les commerciaux, les contrôleurs de gestion? Au début, moi, je voulais parler à des gens type contrôleur de gestion. Et puis ça a été compliqué parce que il y avait le côté, il y a une inertie en fait au changement dans cette population. Et puis en fait, quand je vous parle de très web, d'accord, de fait d'être en web, d'aller se connecter à des web services, bien sûr que on ne fait pas fi de tous les investissements qui ont été réalisés par les entreprises dans des grosses bases de données on-premise. Donc on va se connecter aussi, on a une architecture non intrusive qui ne demande pas à nos clients de tout envoyer sur notre infrastructure cloud, mais qui va aussi aller se connecter aux sources de données on-premise et on va récupérer des données. Quand j'ai dit ça, j'ai dit que à la base, on faisait ça aussi pour pouvoir parler à des financiers qui, bien sûr, n'étaient pas que en train d'utiliser du web service et du Google Spreadsheet online pour mettre les données, etc. Mais il y avait à l'époque vraiment une inertie au changement, quoi.
Et puis, cette capacité qu'on avait aussi à embrasser de nouvelles sources de données, très réseaux sociaux, très marketing, très Google Analytics. En fait, on se rendait compte que c'était une population très marketing, sales, qui, elle, avait besoin d'aller chercher dans toutes ces données, comme dans leur remontée de caisse Oracle ou je sais pas quoi, vous voyez. Mais en tout cas, c'était une population qui était prête à... Forcément, les early adopters qui venaient, on les a vraiment scannés, quoi, hein. On a vraiment regardé leur profil et là où on s'attendait en tant que business intelligence solution à être utilisé par des contrôleurs, etc., de gestion, finalement, pas du tout, quoi. On était beaucoup plus utilisé par des marketeurs, par des sales qui avaient besoin d'aller recouper leurs données avec Salesforce aussi, qui voulaient mettre tout ça à un seul et même endroit, faire les analyses. Ces tableaux de bord-là, ils étaient principalement consommés par cette population-là. Et du coup, forcément, on a commencé à parler de plus en plus à du marketing, sans oublier, on avait toujours le financier hyper early adopteur, hyper moderne, de telle hyper moderne boîte qui venait quand même. Mais voilà, forcément, de fait, vous avez une population aussi qui se crée, qui va consommer votre produit et qui était plus qui avait plus ce profil-là. Et ce que l'on voit aujourd'hui, j'adore faire ça, faire ce qu'on fait aussi, parce que vous voyez toutes les évolutions là en plusieurs années. Ce qui est top aussi, c'est de voir que justement avec tous ces nouveaux services web qui pop-up tous les jours, qui sont créés par vous, hein, les Salesforce, même les ERP en ligne, etc., vous vous rendez compte que c'est tous ces services modernes, type marketing et sales, qui reviennent en fait, qui reprennent la main sur les projets data de l'entreprise. Et en fait, vous voyez des Chief Marketing Officers qui jouent des coudes avec l'IT et qui disent non, mais vraiment la manière d'analyser les données, ce qu'on va mettre en place en tant que projet IT, tu oublies, c'est moi qui me récupère le projet lié à la donnée. Alors, ça peut se passer très très bien, mais c'est vrai qu'il y a c'est fou, quoi. Le marketing devient de plus en plus fort dans l'achat de solutions d'analyse de données dans l'entreprise, quoi. Et c'est vraiment, c'est vrai, quoi. C'est ce qu'on voit nous au quotidien. Alors peut-être qu'on voit encore des boîtes très early adopteurs encore, mais on arrive à un stade là en 2014 où la Cloud BI elle devient vraiment de plus en plus mainstream. Et on voit que les sponsors qui sont à l'origine de ces projets-là sont très marketing, quoi, très marketing sales. Nous, notre but, ça reste des projets IT, ça reste des consommations quand même qui peuvent être très sophistiquées, surtout quand on monte chez les grands groupes, quoi. Donc, nous, notre but, c'est de toujours demander à l'IT rapidement de se greffer au projet, en tout cas, ou à la décision d'achat ou quoi, pour faire qu'on marche tous dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de projets qui tombent parce que l'IT l'aurait mal pris ou ce genre de choses, parce que vous pouvez être considéré aussi comme un gros, comme des solutions qui court-circuitent les circuits traditionnels, quoi. Mais tout ça, ça change, quoi. Ça change. Et donc, longue histoire pour dire que le marketing, on l'a fait aussi évoluer. On pensait certaines choses. Et puis, au final, on s'est rendu compte qu'en innovant dans l'usage, il y avait une autre population. Et puis qu'en fait, cette population-là, elle se confirmait aussi, même chez d'autres, qui sont très consommateurs de web services. Ouais. Voilà. J'ai une question par rapport au moment où tu as commencé ton projet. Donc on se rend compte que c'était quand même il y a pas mal de temps, ouais. 2009, c'est ça? Ouais. Et donc effectivement, on parle beaucoup maintenant de cloud et de produits SaaS, c'était moins le cas, je pense, il y a 5 ans. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une intuition qui s'est révélée vraie, ou c'était déjà un mouvement que tu voyais naître et tu t'es dit, il y a un truc à faire là En fait, non, vraiment, Ça sera la dernière question. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on a... quand on a commencé, quand on s'est dit, voilà, nous, on veut apporter ça et on veut que ce soit facile à consommer, facile à tester, facile à acheter, facile à partir aussi de ce genre de projet, de ce genre d'utilisation d'outils quand ça ne vous plaît pas. Qu'est-ce qui permettait d'apporter ça? Quand on a regardé un peu les technos qui nous permettaient de le faire, c'était des technos cloud qui commençaient à Amazon. Je veux dire, c'était quand même... je crois que c'est en 2009 que les courbes de consommation d'Amazon au niveau IT, que la vente de bouquins était plus basse en termes de courbes que la vente d'infra, etc., quoi. Donc c'était vraiment, ça restait quand même un peu le début. Et puis donc non, on ne s'est pas dit on va être super hype, on va faire un truc là. Non, on voulait répondre pour l'utilisateur final à un problème et on a choisi ces technos-là. Et puis c'est vrai qu'on est super content aujourd'hui, quoi.
On a même parlé à Stanford récemment pour montrer ce qu'on était capable de faire. Et on vient de Montpellier, quoi. Montpellier à Stanford, c'était sympa, hein. C'était sympa. C'était classe. Ok, bon, merci beaucoup. Merci.